générations futures. Tel est le but réel de la vérité que nous allons faire aujourd'hui. Et madame, nous sommes dans une période de corona. Je suis mère, fille de la RDC. Là, j'ai fait allusion à la nationalité. Mais également aujourd'hui, je suis révolutionnaire, femme engagée dans la révolution. Mais aussi, je suis femme politique. Madame, vous êtes mère de combien d'enfants? Je suis mère de 2 enfants. Oh, c'est formidable. Merci beaucoup. Et apparemment, ils ont grandi. Oh, non, ils sont encore tous des mineurs. Ils sont encore des mineurs. Ouais. Mais vous êtes engagé pendant que vous avez une famille, vous avez des mineurs, vous avez dit non. Madame, si, pour savoir, quel est votre cursus académique? Oui, par rapport au cursus académique, je suis licenciée en droit public, tel que je l'ai dit tantôt ici. Outre mon licence, je suis également experte en genre, femme engagée en politique, mais également aujourd'hui, je réitère en disant, je suis l'une de ces femmes qui ont dit non à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays comme mot. Madame, vous êtes spéciale. Je dis, parce qu'ils ne sont pas plusieurs qui disent, surtout avec votre capacité, votre gabarit, qui disent non et qui le manifestent sans avoir peur. Madame, c'est vrai, vous avez travaillé? Si. Je dirais juste après mes études, mais avant mes études, voire même, j'ai passé le temps dans des institutions pour chercher comment apprendre. Et je dirais, j'étais encore activiste dans la société civile. Et en étant dans la société civile, à un moment donné, j'ai eu à faire le journalisme. Et comme j'avais fait les droits, il est arrivé un moment, je me suis dit, je vais faire cela, il faudrait que j'emboîte maintenant mon domaine d'études, mais également, à un moment donné, j'étais devenue ambitieuse, alors je devais emboîter la politique, et raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai eu le temps de postuler en tant que députée candidate, députée nationale. Et aussi, après cela, j'ai vu que non, il faudrait à ce que j'agrandisse mes ambitions. J'ai postulé chez moi en tant que candidate au niveau du gouvernement. Formidable. Ça, c'est dans quelle province, madame? C'est dans la province de la Tchoko. Dans la province de la Tchoko. Oui. L'une des provinces de la RDC. Madame, quel était votre rêve de départ? Parce que les bagages intellectuels, vous devez comprendre avec moi que cela ne suffit pas. Il y a aussi ce vouloir-là de voir le Congo être un Congo qui est changé. Parce qu'aujourd'hui, entre nous que cela soit dit, nous avons un problème de changement de mentalité. Autant pour dire, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui manquent à RDC. Il est question de changement de mentalité. Et c'est ce vouloir-là de voir que non, est-ce que je ne peux pas aussi essayer, tenter. Je ne suis pas parfaite. Je ne peux pas contribuer au développement de notre cher bon pays qui est la RDC. Madame, c'est vrai, vous avez reçu une formation, vous avez été ambitieuse, vous avez combattu, en tant qu'activiste dans la société civile, vous avez joué un rôle très important, vous avez lutté pour le droit de la femme, vous avez essayé de vous engager dans la province, même pour être gouverneur de province, c'est-à-dire diriger, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez rejoint la FCM 23? Oh oui, je pense qu'en parlant, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, mais je réitère en disant, c'est parce que j'ai senti qu'il y a un problème qui ne va pas en RDC. Et parmi ces problèmes, je peux citer l'injustice. L'injustice. Je cite la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Je cite le tribalisme, la haine, mais également la propagation de tous ces mots que nous vivons aujourd'hui. Et quand je parle de la haine, je vois cette injustice qui existe
entre les communautés. Et donc, cette injustice est bien animée par certains de nos compatriotes. Parce que des fois, j'ai dit, cette population telle qu'elle est là, c'est souvent les hommes politiques qui abîment cette population. Oui, c'est vrai, ils sont Et c'est souvent ces hommes politiques qui animent la mauvaise ou la bonne intention. C'est vrai. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui dirigent la population et ce sont eux qui introduisent des pensées dans la population. On a vu un homme politique s'asseoir, se mettre debout pour dire tout simplement, qualifier d'autres personnes d'étrangers. On a vu les manières dont on le faisait et même dire qu'on va frapper un président d'un pays voisin, donc le menacer de frappe. Ce sont des choses qu'on n'acceptait pas, mais en même temps, madame, avant d'intéresser les mouvements, quelle image aviez-vous avant d'entrer dans l'AFC? Quelle image vous aviez de l'AFC M23? Oui, par rapport à l'AFC M23, tel que nous le savons, c'est un mouvement révolutionnaire. Et c'est là où on doit faire les distinguos entre les révolutionnaires et la rébellion. C'est vrai. C'est-à-dire, j'ai compris que la révolution, c'est un mouvement qui regorge des hommes consciencieux et des femmes consciencieuses. C'est donc qui ont le courage de dire non. Et c'est donc qui pensent à ce que non, ils peuvent faire mieux. Si et seulement si ils auront le temps de diriger ce pays. Alors, j'ai senti et je me suis dit, je ne dois pas rester des côtés de ceux qui ne savent pas hausser les tons. Ceux qui ne savent pas réclamer leurs droits. Et aussi, nous sommes là pour défendre les droits des moins séants, des minoritaires, de ceux qui n'arrivent pas à dire non à la place des non, de ceux qui n'arrivent pas à dire oui, de ceux qui n'arrivent pas à dire que non, je vois rouge, ici c'est noir, à distinguer les deux couleurs. Madame, c'est comme si, apparemment, vous avez dit non à tous ceux-là qui ne disent pas ce qu'ils pensent, à tous ceux-là qui pensent gauche, mais en même temps, ils raisonnent sur droite dans leur pensée. Et c'est formidable. Aujourd'hui, madame, qu'est-ce que vous avez découvert dans l'AFC? En étant loin, je savais que non, ce serait un mouvement qui viendra sauver la RDC. Parce que j'ai senti que ces hommes qui dirigent ces mouvements, ce sont des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui sont engagés, qui veulent voir ces pays recouvrir encore sa place. Parce que jadis, on pouvait voir un Congolais, on le respecte, qui malheureusement aujourd'hui c'est non. Waouh, on a perdu la dignité. Je pense que c'est avec ces mouvements que le Congo deviendra respectueux et les Congolais deviendront respectés. Waouh, c'est formidable, madame. Apparemment, vous entrez vraiment dans la vision de cet AFC qu'on a appris. Madame, c'est vrai. Qu'est-ce que l'AFC a apporté dans votre parcours politique? Oui, je dirais, d'abord, dès mon entrée, j'étais comme s'il y avait des insuffisances, quel que soit tout ce que j'étais. Parce qu'avec ces mouvements, une fois que vous arrivez, il vous faudrait passer par une formation. Et cette formation, pour moi, j'ai beaucoup appris. Ah, c'est là où vous avez pris les causes profondes du conflit. C'est là où j'ai appris les causes profondes. Mais également, je les savais, parce que je l'ai dit tantôt ici au départ, le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous allez sentir qu'en RDC, cette population ne vit pas. Nous sommes en train de vivre. Alors, avec les mouvements, après avoir lavé nos cerveaux, parce que je l'ai dit encore, l'homme congolais, le problème c'est les comportements. Mais dès mon adhésion, je devais passer par la formation, et cette formation a fait de moi encore une femme nouvelle. Waouh!
Vous êtes passé par la formation de l'AFC M23, pourtant il y a plusieurs qui disent peut-être que ce n'est pas approprié pour les femmes. Je dirais non, parce que pour qu'aujourd'hui, que nous voyons cette RDC que nous sommes en train de rêver, il faut combiner les efforts. Ouais. Les hommes et les femmes qui sont capables d'amener cette RDC à une RDC émergente doivent s'unir, donner le meilleur des aimants, de façon que, si ce n'est pas nous, que les générations futures soient bénéficiaires de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme lead. Waouh. C'est-à-dire que vous pensez aux générations futures. Certainement. Ce n'est pas nécessairement pour une cause qui est ponctuelle. Admettons qu'aujourd'hui, ce ne serait plus Doudou, ce ne serait plus Nanga, ce ne serait plus Makenga. Mais il y a ces deux qui sont là déjà, qui imitent et qui doivent continuer avec cette lutte. Autant pour dire, ce n'est pas seulement pour notre génération. Il y a les générations futures qui doivent être bénéficiaires de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et de combattre aujourd'hui. Madame, si une personne de la rue vous demandait aujourd'hui, c'est quoi l'AFC M23? En un seul mot, je dirais l'AFC M23. C'est un mouvement des hommes consciencieux et des femmes consciencieuses. Waouh! Franchement. Ah, vous êtes formidable, madame. Madame, je vais passer un peu sur la situation que nous avons ici dans le Nord Kivu. Depuis le 27 janvier 2025, Goma est administré par l'AFC. C'est vrai, vous le savez, ça fait près d'une année à peu près. Quel regard portez-vous sur cette expérience de gouvernance? La ville de Goma, Bukavu, dans un très grand ensemble. Que pensez-vous de cette expérience de gouvernance? Oui, parce que dans l'objectif, voire même, ou soit la mission de ces mouvements, c'est de voir une bonne gouvernance. On t'a pour dire, la population sous l'administration de l'AFC M23 vit maintenant dans une ambiance normale. Et quand je parle d'une ambiance normale, je vais m'expliquer. Vous allez comprendre avec moi qu'avant notre avènement, Goma n'était pas ce qu'il est. Nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Certainement. Parce que jadis, il y avait de l'insécurité pas mal. Et parmi ces insécurités, aujourd'hui, les phénomènes 40 volaires, nous ne les voyons plus, nous ne les sentons plus. C'est vrai. C'est vrai. Jadis, une femme comme moi, telle que je me suis habillée ici, je ne pouvais pas sortir. Waouh, à cause des bijoux, à cause des bijoux, sinon c'était de l'insécurité juste totale. Général. Et j'ose croire que sur ce plat-là, l'AFC a réussi. Mais également, vous allez sentir avec moi, parce que je suis femme quand même, la panier des ménageurs. Dès que vous arrivez aujourd'hui au marché, vous allez comprendre qu'il y a de l'abondance. Et cette abondance provient d'où? C'est parce qu'il y a de la sécurité. Ah oui, c'est vrai. Vous allez comprendre avec moi que tous ces dons qu'ils pouvaient cultiver, aujourd'hui, ils les font calmement, sans inquiétude, sans peine. Mais il y a un problème de banque, madame. Il y a un problème de banque, il y a un problème de... Et voilà les vrais problèmes, parce qu'il n'y aura pas seulement des roses. Et quand ça concerne le problème de la banque, j'ose croire que nous, l'AFC n'a jusque-là des problèmes par rapport à ça. Il n'y a que le régime de Kinshasa qui cherche à punir cette population innocente qu'elle est. Ah ben c'est vrai, c'est eux qui ont fermé Certainement. les banques, c'est eux qui ont pillé pratiquement l'argent des populations, parce que ce n'est pas l'argent de l'AFC. En tant que politique, je me dis, comment expliquer que celui qui s'appelle l'État arrive à punir sa population? Waouh. Et voilà les raisons même, les causes profondes que nous sommes en train de dire. Oui. Parce que quand on est un homme politique, je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'il y ait changement de mentalité. Quels que soient les conflits, ce n'est pas cette population qui doit subir les conséquences néfastes, telles que nous le disons ici,
la fermeture de toutes les banques. Dites-le-moi, cette population, comment elle va vivre? Apparemment, c'est comme si on dirait, et ce sont des hommes politiques, mais ils ne sont pas des hommes d'État, parce qu'ils pensent juste à eux-mêmes, ils pensent à une élection, ils pensent à l'état présent, sans penser aux générations futures, sans penser à ce qui sera après. Madame, que voudrez-vous faire comprendre aux personnes qui vivent à l'extérieur des Goma, concernant la réalité quotidienne, dans les zones contrôlées, dans les zones contrôlées? Oui, à ceux donc qui ne sont pas dans nos zones contrôlées, je vais passer le message à leur disant il est temps. Il est temps que les Congolais, que j'appelle des hommes consciencieux, unissent leurs efforts afin que, si pas aujourd'hui, demain, mais c'est notre souhait que la RDC arrive à reprendre sa place, que aujourd'hui, que le monde parle de la RDC. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qui manque à nous Congolais, pourvu que nous sentions et nous vivions aussi ce dont les autres sont en train de vivre. Et qu'on parle de la RDC émergente. Et qu'on parle de la République démocratique du Congo développée. Franchement. C'est inconcevable. Avec tout ce que nous avons comme richesse, et qu'on nous parle d'une population pauvre. C'est aberrant parce que nous avons une grande population, nous avons un grand territoire, et cela peut nous faire entrer parmi les pays émergents. C'est parce que nous, pratiquement, l'autosuffisance. Je crois qu'il est question juste de la volonté. De la volonté. Il est question juste de la volonté, parce que si nous le voulons, nous le voudrons bien, nous allons arriver à cette RDC que nous voulons. C'est juste le vouloir et aussi le temps. Parce que vous allez comprendre avec moi, n'est-ce pas? Vous avez dit que nous venons de faire une année ici. Et pour arriver à Kinshasa, je crois, tel que les autorités nous ont toujours dit, c'est pour bientôt. Et nous sommes obligés, nous sommes appelés à sensibiliser la population congolaise, tout à l'heure disant que l'avenir de la RDC est entre nos mains. Si nous voulons voir une RDC émergente, il n'y a que nous qui devons décider. Apparemment, c'est comme si vous êtes en train de me dire, madame, que nous sommes acteurs de notre propre développement et de notre propre avenir. Mais madame, quand je pense à ce retour des réfugiés, aujourd'hui, nous entendons de ce qui se passe en Afrique du Sud. Nos compatriotes qui sont là. Nous voyons ce qui s'est passé en Angleterre avec un compatriote qui a été carrément, qui a été détruit. Que pensez-vous de la justice classique et comment résoudre le problème? Je pense que selon l'histoire, mais également selon ce que nous vivons, avec la justice classique, je souhaiterais que nous puissions commencer d'abord par la justice traditionnelle. Très bien. Parce que on dit souvent la justice traditionnelle, c'est une justice qui veut la paix. Ah oui. C'est une justice qui veut la réconciliation de toutes les communautés. C'est une justice, je dirais, ça ne demande pas trop. Cela demande à ce que les gens s'assoient, échangent, et que chacun de nous arrive à comprendre ce qui est, et qu'on établisse des vérités. Waouh, c'est là vous pensez à tous ceux qui ont émigré et qui pensent rentrer dans leur pays. Certainement, parce qu'on ne peut que vivre mieux chez soi. On ne peut que vivre mieux chez soi. On ne peut que vivre mieux chez soi. Je ne pense pas que je rêve un jour aller rester en Europe. Je ne pense pas. Même si j'y partais, ou soit je me disais, moi aujourd'hui, je me déplace pour l'Europe. Mais je ne pense pas que je serais plus à l'aise que chez moi en RDC. Ah madame, c'est comme si vous aviez l'expression qui dit ailleurs c'est bien, mais chez soi c'est mieux. Alors, je ne souhaiterais pas. Alors, par rapport aux réfugiés,
Et voilà aussi les bienfaits encore de notre mouvement. Vous allez comprendre avec moi depuis que nous sommes à Goma, tous les camps de réfugiés ou soit des déplacés que nous voyions jadis, c'est effacé. Ah oui, c'est vrai. Autant pour dire. C'est vrai, des milliers de déplacés qui étaient à Goma. Certainement. Dès notre entrée ici, on a trouvé des bâches, des tentes, tout ça. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que ce phénomène est fini. Tout le monde est rentré chez soi. Autant pour dire, je l'ai dit, c'était un commerce pour les hommes politiques de la RDC. Wow. Madame, c'est formidable. C'est vrai. C'est vrai, vous avez parlé de la justice transitionnelle. Et selon vous, madame, que faut-il faire pour restaurer la confiance entre les communautés congolaises après tant d'années de guerre et de méfiance? Quelles sont les voies que vous donnez? Je crois la seule voie que je peux conseiller. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. C'est cette voie de la réconciliation. Cette voie de la réconciliation, que les hommes et les femmes s'assoient, échangent, se disent certaines vérités, parce que normalement, avant de trouver la solution à quoi que ce soit, il faut que les gens connaissent les origines, voire même de tous ces conflits qui traversent la RDC. Et c'est là où je réitère en disant, après la guerre, il a toujours été souhaitable de commencer avec la justice transitionnelle. Oui, c'est vrai, avec tous ces 5 piliers. Madame, c'est vrai, aujourd'hui, si nous voulons parler d'actualité sur le plan de la sécurité, les réseaux sociaux planent des messages qui affirment que l'AFC serait incapable d'élargir aujourd'hui son espace ou l'espace libéré. Quel regard portez-vous par rapport à cette affirmation? Je dirais qu'il faut se méfier des rumeurs. Parce que quand je parle de se méfier des rumeurs, vous comprendrez avec moi que la guerre n'est pas une bonne chose. Et si aujourd'hui, les révolutionnaires, regroupés dans le mouvement AFC Barème 23, se donnent à la guerre, ce n'est pas de leur vouloir. Et aussi, en tant que mère, je l'ai toujours dit, on ne souhaite pas voir les sangs des Congolais couler. C'est pas les souhaits, c'est pas on ne souhaite pas voir ces jeunes gens qui combattent chaque jour, qui sont au front, dont certains sont en train de mourir. On ne les souhaite pas. Raison pour laquelle je parle sous réserve de la haute hiérarchie. Elles ont toujours souhaité que nous puissions régler les choses de manière diplomatique et qu'on arrive à s'asseoir, qu'on dialogue entre nous Congolais et qu'on trouve solution à celle-ci et que cette guerre puisse prendre fin. C'est la raison pour laquelle, madame, il y a toujours, l'AFC participe toujours à tous ces dialogues. Certainement. Cette volonté, nous en avons. Et jusqu'à ce jour, malgré tout ce qui se passe avec le régime de Kinshasa, qui chaque jour continue à bombarder nos populations, et je crois avec ça, ça pousse à ce que les autorités de l'AFC Barème 23 arrivent à agir tout en protégeant cette population. Et raison pour laquelle vous allez comprendre que non, les autorités ont toujours dit, nous ferons de sorte que nous puissions limiter toute menace. Ah oui, à la source, comme à on la le dit. source, comme on le dit. C'est vrai. Et là, je viens directement à ces bombardements, madame, réguliers qui sont signalés dans les zones contrôlées par l'AFC, avec l'utilisation des drones, des armes et des hautes technologies. Quel sentiment, madame, vous inspire en tant que femme et surtout mère et responsable politique? C'est un sentiment de tristesse, je dirais. Parce que je l'ai dit tantôt ici, personne, encore bien personne, ne voudra voir sa soeur, sa mère, son frère, son mari, les compatriotes être massacrés. Surtout des civils, madame. Et quand on parle de civils, je vois
ces personnes-là qui sont innocentes. Parfois, ils sont loin même de ces conflits. Il y a certaines même dont ils ne font qu'écouter. Ils ne savent même pas quelles sont les causes profondes de ces conflits. Mais qui meurent comme ça, inutilement, gratuitement, comme des victimes dans ces conflits. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce que pensez-vous du prix lourd que paye cette population par rapport à la guerre? C'est vrai, ceux-là qui ne savent rien, qui pratiquement sont innocents par rapport à tout ce qui se passe. Madame, entrons sur le plan de la santé aujourd'hui. Lorsque vous êtes entrée, vous avez lavé vos mains. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on parle de 2 cas d'Ebola qui ont été récemment signalés dans les zones contrôlées par la FCM 23. En apprenant ces nouvelles. Je dirais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que nous sommes d'abord pendant la période de la guerre. Ajouter à cela, ça devient encore un problème lourd qui pèse sur et nos autorités d'abord parce que c'est à eux de prendre des mesures adéquates pour faire de sorte que cela n'arrive pas à se propager. Parce que si on ajoute encore ce que subit cette population comme frustration, comme problème, comme mot, et qu'on ajoute encore cette propagation de la maladie d'Ebola, je vous dis, ce n'est pas facile. Parce qu'avec cette maladie, ça va diminuer. Et la circulation, vu ce que cette population est en train de vivre, tel que nous avons dit avec la fermeture des banques, chacune de cette population cherche ne fût-ce qu'à faire quelque chose comme des petits commerces pour chercher comment faire nourrir la famille, tout ça. Mais avec cette situation de la maladie d'Ebola, ça pousserait à ce que les autorités prennent des mesures, des fois pour limiter les circulations. Voyez-vous la suite? C'est vrai, carrément, parce que c'est comme si on s'était retrouvé maintenant dans un bunker lorsqu'on est de ses côtés. Et on serait dans une prison à ciel ouvert. Mais il y a une pensée qui est venue lorsque je vois l'évolution de la Chine. La Chine a été carrément fermée, bouclée de partout, sous embargo. Mais ils sont parvenus à retrouver un mécanisme interne qui a permis à ce qu'ils puissent arriver à une certaine autosuffisance et retrouver des voies de sortie qui aujourd'hui fait de la Chine un des meilleurs pays, des grands pays au monde sur le plan de développement. Mais madame, dans un contexte de guerre, comment concilier urgence sanitaire et urgence sécuritaire? Je pense que pour arriver à cela, il est juste question d'observer des strictes mesures de l'hygiène. Strictes mesures de l'hygiène. Je dirais encore que non, c'est à la charge aussi des autorités de tout faire, de faire respecter ces mesures. Parce que vous voyez notre population, parfois, aujourd'hui on peut jouer, on peut faire semblant, tout ça. Vous allez comprendre avec moi que ce qui se passe maintenant en Ituri, les hommes sont en train de mourir chaque jour. Et cela, ça ne choisit pas. Oui, ça ne choisit pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir, et les docteurs, voire même les consoignants, sont en train de partir. Des mères, des fils, des filles. Oh là. Madame, quel Congo pensez-vous laisser aux générations futures? Je pense laisser un Congo uni, un Congo prospère, un Congo où tout Congolais va vivre aisément, sans inquiétude, mais aussi un Congo développé. Et quand je parle d'un Congo développé, les Congolais doivent se sentir fiers d'être Congolais, d'être appelés Congolais et de vivre sur la terre ou soit sur le sol congolais. Maintenant, pour y parvenir, il faudrait faire mieux. Il faudrait à ce que c'est donc qu'ils se sentent, parce que
Là, il est maintenant question de la notion de leadership. Que les leaders congolais arrivent à faire changer le Congo. Pour que les Congolais soient fiers d'être appelés Congolais et de vivre sur son sol. Madame, vous êtes une mère aujourd'hui. Quel message vous avez pour les jeunes filles congolaises qui vous regardent aujourd'hui? Oui, le message est simple. Aux jeunes filles congolaises et aussi aux jeunes hommes, je vais les rappeler à la conscience. Autrement dit, la prise de conscience. Et quand je parle de la prise de conscience, je suis en train de leur demander de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez les sangs chauds qu'ils ont là. Ce n'est pas les sangs chauds pour aller faire des rébellions, mais c'est les sangs chauds de savoir dire non, de savoir hausser les tons, de savoir travailler tout en ayant cette volonté, cet engagement-là. Et d'éviter la manipulation. Parce que ce qui tue aujourd'hui, c'est tous nos jeunes gens. C'est aussi le manque de confiance. Parce que parfois on se dit, je suis jeune, bon, qu'est-ce que j'ai à donner en RDC? J'ai encore le temps d'en faire plus, tout ça. Mais sachant ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons le payer tôt ou tard. Si ce n'est pas nous, ce serait la génération future. Et autant pour dire, la révolution est grandement ouverte à tout celui qui se sent capable de venir donner le meilleur de lui-même, afin que nous puissions avoir cette RDC que nous sommes en train d'envisager. Madame, qu'est-ce qui vous donne autant d'espoir pour un lendemain meilleur? Je pense que l'espoir provient de cette prise de conscience, de cet engagement, de cette détermination, de la discipline. Cela dépendra de la discipline que nous allons devoir nous donner. Et si nous voulons voir cette RDC rose, ça ne dépendra que de nous. Maître, merci d'avoir répondu à nos questions. Pratiquement, votre témoignage permet de mieux comprendre votre parcours, votre engagement, votre vision, dans ce contexte aussi particulier qu'est la RDC. Nous disons, nous l'avons reçu aujourd'hui. Nous savons aussi que c'est une ouverture pour d'autres cadres de l'AFCM 23 qui voudront bien sûr passer dans ce message de Simba, dans ce média. Nous avons l'assurance que Maître Doudou nous a expliqué, nous a parlé. Et je vais dire, nous sommes satisfaits. Réciproquement, merci à vous également pour nous accueillir dans ce beau cadre. Et espérons que les uns viendront après nous. Et aussi, ce n'est pas aussi une première fois pour nous. On est disposés toujours à venir informer les uns et les autres par rapport à ces mouvements surtout, mais également par rapport à ce que cette population est en train de vivre sous l'administration de l'AFC Barème 23. Madame, nous vous disons merci. D'accord.